Alors, c'est fort intéressant. Je pensais qu'on était pour être un plus petit groupe parce que c'est le deuxième webinaire qu'on fait au niveau de la recherche-action en petite enfance. La première fois, c'était un petit groupe. Cette fois-ci, moi, je suis heureusement choyée de tout vous voir, les intéresser à en connaître davantage sur le projet de recherche de CPE en forêt. Alors, je me présente, je suis Josée Latulippe, je suis conseillère principale pour le Collège boréal en petite enfance et je suis chargée du projet de recherche rattaché au projet du Carrefour francophone. Donc, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Je m'étais écrit des petites notes pour pas oublier. Qui vise vraiment, la recherche-action visait vraiment de connaître les bienfaits d'un programme en nature pour les jeunes enfants. Donc, on va essayer de répondre à ces questions-là pour vous aujourd'hui. Donc, on met ces activités-là de mobilisation des connaissances, en fait, pour que vous, les gens que vous participez, qui ont un intérêt particulier pour la petite enfance, que vous puissiez réfléchir individuellement, réfléchir en équipe pour voir à comment est-ce que, où est-ce qu'on devrait faire des changements au niveau de nos pratiques ou au niveau de nos environnements. Donc, les intentions de la mobilisation des connaissances visent vraiment à faire ça. Vous mettre un contexte rapido presto, le Carrefour francophone de Sudbury ont conçu et créé un programme en nature et ont demandé au Collège boréal la responsabilité de rattacher un projet de recherche-action. Donc, c'est pour ça qu'on est ici, pour le côté recherche-action aujourd'hui. Donc, sur ça, je vous présente Louise Legault, qu'elle s'est présentée tantôt, qui a mené le projet de l'étude tout au long. Mais avant de passer la parole à Louise, j'aimerais vraiment remercier Stéphane Gauthier pour la confiance au Collège boréal de nous avoir demandé de porter à terme ce projet-là pour vous et également à Mathieu et à Céline pour votre implication et l'accompagnement que vous nous avez donné tout au long du projet. Avant de donner la parole à Louise, qui va nous présenter les résultats, je voulais peut-être donner la parole soit à Mathieu, si tu veux. Mathieu, peut-être juste mettre en contexte le programme ou présenter tes gens si tu en as. Alors, oui, je pourrais enregistrer la rencontre si les gens veulent. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des réticences au niveau de l'enregistrement? Non, ça va. Alors, je pars l'enregistrement. Je pense qu'on ne donne pas l'option. C'est drôle, hein? Donc, je vais essayer de regarder. Mais entre ça, Mathieu, est-ce que toi, tu aimerais parler un petit peu du programme que vous faites avant que Louise commence avec les résultats? Ou Stéphane? Ah, c'est Mathieu qui pilote, alors on va laisser le pilote parler. Oui. Je vais vous partager une petite... Hop. Est-ce que vous voyez tous le petit diaporama? J'ai fait un petit diaporama pour vous rappeler un petit peu le projet de Centre Petite Enfance en Nature, où je vais laisser intervenir Céline et Pierre. Céline pour le contexte en pandémie, pour vous expliquer un peu d'où vient le projet, parce que c'est la mieux présente pour en parler. Elle était présente à ce moment-là. Et Pierre qui va vous parler un petit peu de l'aire de jeu extérieure, notamment autour de la voiture, qui a été mise à Boréal et tout petit. Tout d'abord, je voulais faire un lien avec leur reconnaissance de territoire parce qu'on a un lien avec le centre Louriel présent au Collège boréal. Donc, le Carrefour francophone reconnaît que les terres sur lesquelles nous vivons, jouons et explorons chaque jour avec les enfants se situent sur les terres traditionnelles de la nation Atikamescheng, Anishinaabe, et sur le territoire du traité Robinson-Huron. Nous honorons la richesse des Premières Nations, des Métis et des Inuits en leur donnant la voix, par exemple lors de la formation de praticiens de l'école de nature, en les invitant à jouer de la musique et se présenter aux enfants du centre, en encourageant notre personnel à être curieux et poser des questions, en mettant en place des moments de partage et d'échange en cercle avec les enfants ou en favorisant l'utilisation des bâtons aux plumes de parole. Juste pour remettre en contexte, aujourd'hui, 90% de notre temps est passé à l'intérieur. Le rayon de jeu pour un enfant de 9 ans a diminué de 90% depuis les années 1970, puisqu'avant, les enfants pouvaient se permettre d'aller pêcher très loin de leur domicile. Plus d'1 million de Canadiens souffrent d'une carence en vitamine D, due au fait qu'ils sortent moins à l'extérieur, et seulement 7% des jeunes Canadiens atteignent le minimum d'exercice physique recommandé chaque jour. Ce sont des études que vous pouvez retrouver notamment auprès de l'Agence de protection de l'environnement ou de Outdoor Play Canada.
Le programme a débuté en 2019 avec Céline, ici présente, avec Boréal des Tout-Petits. Lors de la pandémie en 2020, cela a permis de mieux structurer et documenter le programme. Céline va mieux vous en parler. Et en juillet 2022, le Carrefour a obtenu un financement de la recherche-action par Emploi Développement Social Canada, qui nous a conduit à la recherche et au développement de ce projet. Je passe la parole à Céline. Merci Mathieu. Comme Mathieu disait, en 2019, quelques éducatrices du nouveau centre de Boréal des Tout-Petits au Collège Boréal à Sudbury ont commencé l'initiative d'emmener les enfants en forêt de manière quotidienne et prolongée. Peu de temps après ça, la pandémie de Covid est venue perturber nos vies. Donc l'équipe du CPE a remarqué les effets bénéfiques des sorties dans ce contexte spécifique et a commencé à les documenter. Donc beaucoup de centres de petite enfance et notamment au Carrefour sortaient déjà en nature et de manière régulière. Mais la force de Boréal, ça a été vraiment la constante observation et documentation des effets bénéfiques et des sorties. En remarquant ces résultats, la direction du Carrefour francophone a décidé d'engager plus de ressources et de moyens dans le développement d'un projet pilote d'éducation en plein air. Donc en contexte de pandémie, c'était un moment où il y a beaucoup de professionnels qui étaient fatigués et qui reconnaissaient plus leur métier. Donc le projet a permis de maintenir des interactions de qualité avec les enfants tout en minimisant les risques de contamination. Donc dehors, par exemple, il y avait moins besoin de gestes de barrière nécessaires puisqu'on était en plein air, les distances étaient plus faciles à respecter. Donc ça, c'était plus facile sur les éducatrices. Il y avait davantage de temps à consacrer aux enfants car il y avait moins de tâches de nettoyage ou de désinfection. Les interactions avec les familles et la communauté étaient encore possibles et elles étaient sécuritaires parce que comme on était dehors, les parents étaient capables de venir chercher leur enfant en forêt le soir et donc ils étaient capables d'interagir avec l'équipe alors que quand c'était dans le bâtiment, ils n'avaient pas le droit de rentrer à l'intérieur. Des matériaux naturels et variés étaient toujours à disposition en forêt, donc tous ces avantages-là, entre autres, comme il y en avait d'autres aussi, mais ces avantages-là permettaient d'assurer le respect des fondements de l'apprentissage du comment apprend-on dans un contexte qui venait justement compromettre la mise en œuvre du comment apprend-on. On a remarqué que Covid, ça a eu vraiment beaucoup d'impact sur la pédagogie, mais le programme en plein air aidait à contrer ces problèmes-là. Donc, l'intention du projet était de documenter tout ce processus et de reconnaître par l'expérience quelles sont les bonnes pratiques et de faire des essais afin d'avoir un modèle qu'on appelle transférable, c'est-à-dire une sorte de guide qui puisse inspirer d'autres centres et d'autres agences qui souhaitent s'engager dans une démarche de pédagogie par la nature. Voilà. Je repasse la parole, Mathieu. C'est Pierre qui va vous parler un peu de l'aire de jeu d'aventure avec la voiture qui est présente à Boréal des Tout-Petits. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Céline. Donc voilà, on a eu une chance d'avoir des fonds de la ville du Grand Sudbury. Et j'étais déjà, je travaillais de près déjà avec le Carrefour et avec Céline pour le CPE en forêt. Et donc un jour, Céline a mentionné voiture. Et moi, j'ai dit oui. Et donc voilà, on a approché le collège et eux, ils étaient emballés avec le projet. La ville voulait nous appuyer aussi. Donc, on a eu des fonds de la ville pour agrandir l'aire de jeu qui existait déjà à Boréal, puis on l'a agrandi assez dans le but d'y installer une voiture, mais aussi, ça, c'est phase 1. Et éventuellement, on aimerait ça avoir comme cet endroit-là pour vraiment explorer le jeu d'aventure, plus de pièces détachées, des outils et tout ça. Mais en premier, on a commencé avec la voiture. Donc, la voiture a été donnée par le Collège Boréal, ce qui est génial. Moi, j'ai installé des petites plateformes autour de la voiture. On a installé un système qui nous permettait de verrouiller les portes ouvertes pour pas que les jeunes se pincent les doigts en les fermant. Et on a même gardé quelques circuits électriques en fonction. Donc, mais on n'a pas dit aux enfants qu'est-ce qui restait. Donc, c'était un plaisir de voir la joie dans le visage des enfants quand ils allumaient la radio ou qu'ils allumaient les lave-glaces ou les lumières ou la ventilation, puis ils ressentaient l'air sur leur visage.
Donc, ce type de jeu-là, le jeu d'aventure ou le jeu avec lequel les enfants jouent avec quelque chose de vrai qu'ils voient dans leur vraie vie, c'est tellement important et ça jette vraiment les bases de tout apprentissage dans le futur. Donc voilà, c'était un projet génial qui continue. On a dû faire quelques réparations cette semaine à la voiture et ça continue dans les prochains jours. Mais je suis content de voir que les jeunes vont être capables de retourner à la voiture d'ici quelques jours. Donc voilà le projet. Et si vous avez des questions, on pourrait avoir des questions plus tard. Merci Mathieu. T'en prie. Je vais vous parler un petit peu des espaces de jeux en forêt parce qu'on a comme disait Céline, on a commencé d'abord au niveau de Boral les tout petits. Donc, vous pouvez voir une photo de deux enfants qui jouent dans l'eau, ce qui leur apprend à prendre des risques mesurés qui vont être à leur hauteur. Et de la même manière, sur l'autre photo qui est à sa gauche, ce sont des enfants à Seine des tout petits situés à l'école Hélène Gravel où des enfants s'amusent juste à grimper des troncs d'arbres, des arbres qui ont été posés sur une roche et ils s'amusent à faire des allers-retours dessus et ce qui permet de développer certaines compétences. Ces forêts nécessitent peu d'installation, donc ça peut vraiment être installé n'importe où. Il suffit d'arriver dans la forêt et de profiter de ce que les enfants vont avoir envie de jouer avec les objets de la forêt et de rebondir dessus. On incite les éducatrices et éducateurs avec qui on travaille à jouer vraiment, à se positionner en tant que co-joueur ou co-joueuse, d'être là à jouer avec l'enfant et non pas forcément de créer le jeu, mais de participer au jeu de l'enfant. Et il est possible aussi d'adapter le programme, même si on n'a pas vraiment de forêt à proximité, parce qu'on peut le faire dans une aire de jeu, on peut le faire dans une prairie, un champ. On a mis en place pour nos centres du Carrefour francophone la malle que vous pouvez voir ici, qui va proposer plusieurs outils, plusieurs matériaux qui vont être proposés avec les enfants, qui vont pouvoir être utilisés, notamment dans des contextes de météo, par exemple, défavorables, ou alors si vous n'avez pas d'espace nécessaire à proximité. En ce qui concerne l'appui au personnel, on a pu proposer au personnel du Carrefour francophone une formation par Child Nature Alliance, une formation de praticiens de l'école de la nature. Nous avons 12 membres du personnel qui ont suivi ou qui suivent la formation. C'est une formation qui commence à être reconnue dans le domaine et qui est fortement demandée maintenant. Donc, on a la chance de pouvoir suivre cette formation. De plus, on permet aux éducateurs d'avoir des réunions mensuelles dans les centres de petite enfance, qui permet d'augmenter la communication et d'assurer la sécurité et le bien-être des enfants. De plus, on propose aux éducateurs de signer une charte d'engagement qui permet, dès leur arrivée dans un centre de petite enfance où le plein air est disponible et en route, de savoir d'avoir toutes les notions, d'avoir toutes les clés en main. Enfin, on essaie d'organiser plus fréquemment et plus systématiquement des matinées d'engagement des familles, c'est qui va engager les familles dans les forêts, notamment qu'il faut reconstruire des cabanes ou nettoyer un petit peu pour des déchets qui traînent à droite à gauche. Et en plus, ça va aussi sortir l'environnement qu'on a dans les centres d'enfance des garderies, d'être juste dans la garderie. Ça permet de créer une communauté, de créer des relations, pas seulement avec les enfants, mais avec les parents et tout le monde ensemble, finalement. Je vous remercie de votre écoute et je passe la parole à Louise qui va vous présenter les résultats. Merci beaucoup, Mathieu. Moi aussi, j'ai fait une PowerPoint parce que je trouve que le visuel des chiffres, c'est peut-être plus facile à absorber. Mais José va l'afficher. Alors, je suis très heureuse de présenter aujourd'hui les résultats. C'est tout ce qui se passe en forêt, la programmation en forêt. Moi, ça fait depuis 2015-2016 que je fais des évaluations de divers programmes et j'adore ça, notamment avec le CEPEO puis avec la FECO par la suite. Il y a eu différentes initiatives. Alors ça, c'est les résultats de la recherche-action. Si tu veux passer à la prochaine étape. Voilà. Juste pour vous donner un petit peu de background, José, pourrais-tu mettre le plein écran pour la diapo, s'il te plaît? Comme ça, c'est moins distrayant. OK. Alors, les données ont été recueillies
juste en mai 2024. L'idée au début, c'était de recueillir les données au début puis à la fin, mais ça n'a pas très bien marché parce que il y avait un roulement assez important, de sorte qu'on s'est ramassé avec 2 tiers des gens qui n'étaient pas là à l'été 2023, qui se trouvaient là lors de la collecte de données en mai 2024. Puis c'est bien pareil parce que ça nous donne une opportunité de voir, après avoir eu l'expérience d'offrir une programmation en forêt, comment ces gens-là se sentent. Et les personnes en particulier qu'on pense, c'est le personnel éducateur. Donc en mai 2024, grâce à l'appui vraiment, vraiment très important de Mathieu, il y a eu 19 sondages de 21 potentiels qui ont été remplis par le personnel éducateur. Il y a eu 15 personnes du personnel éducateur qui ont participé à 2 différents groupes de discussion. Mathieu a validé les résultats, il a ajouté un petit peu de viande autour de l'os où ce qu'on manquait un petit peu de clarté. Et il y a eu 32 familles sur 59 qui ont rempli le sondage. Alors, on a quelque chose d'assez le fun, un portrait assez, je dirais, complet de la perspective du personnel éducateur. Si on peut passer à cette étape. Oui. Donc, le modèle conceptuel avant. Voilà. Non? Celui-là. Alors, le modèle conceptuel du programme en forêt, quand je fais une évaluation, je regarde quels sont les facteurs importants pour assurer la réussite d'une mise en œuvre d'un tel programme. Puis la raison d'être, c'est que je veux m'assurer d'aller les mesurer. Pour moi, basé sur la littérature dans le domaine, la connaissance de la pédagogie en petite enfance est super importante. Il faut être confortable comme personne d'être en forêt. C'est pas tout le monde qui aime se promener en forêt. Il faut avoir un niveau de confort face à différents types de jeux, incluant du jeu risqué, du jeu salissant. Il y a différents types de jeux. Il faut avoir aussi des appuis et des ressources pédagogiques pour nous aider justement à bâtir notre capacité d'offrir une programmation à l'extérieur, puis de communiquer avec les familles. Alors, tu vas avoir des familles qui vont se présenter, qu'elles vont être nerveuses, heureuses, il va y avoir une panoplie d'émotions, de questionnements. Il faut être capable de répondre à ces familles-là. Quand tu te sens capable d'offrir une programmation à l'extérieur puis de communiquer comme il faut avec les familles à propos de cette programmation-là puis de ses bénéfices, ben cela entraîne une probabilité plus élevée d'un bon programme offert en forêt puis du développement sain des enfants puis des familles satisfaites et engagées. Puis, en bout de ligne, c'est le bien-être qui est accru du personnel. Il se sent confortable à faire son travail, il se sent confortable face à son milieu de travail. Si on peut passer à la prochaine, à cette étape, j'aimerais commencer, puis vous me dites si je vais trop vite parce que j'ai tendance à parler vite. Ça c'est un petit péché mignon. J'aimerais vous présenter la perspective du personnel éducateur. Puis une des premières choses qu'on leur a demandé, est-ce qu'ils connaissaient ça, la pédagogie en nature? Et ce qu'on remarque dans l'échantillon, dans les 19 personnes qui ont répondu au sondage, il y a un petit peu moins de la moitié qui en connaît par le biais de formation qui s'était enseigné dans le programme de base du collège ou qu'ils étaient eux-mêmes intéressés au sujet qui ont recherché l'information. Mais il y en a quand même la moitié qui connaissent peu ou pas du tout ce que c'est de la pédagogie en nature. Alors, si on va à l'acétate suivante, là, on leur a demandé, oui, mais qu'est-ce que la pédagogie en nature? À quoi qu'elle sert? C'est quoi les bénéfices? Puis là, on s'aperçoit qu'ils connaissent les bénéfices de jouer à l'extérieur. Donc, ils ne sont pas nécessairement connaissants de la pédagogie en nature comme telle, mais ils sont connaissants de ses bénéfices. Ça, c'est intéressant. Donc, ils savent que ça l'aide aux enfants à prendre des décisions, à développer des habiletés à gérer le risque, à développer leur autonomie, à devenir physiquement plus actifs, etc. Ce qu'ils sont moins connaissants, qui connaissent moins bien, c'est que ça peut aider à développer leur vocabulaire en français, puis ça peut aider les enfants à développer leur capacité à s'exprimer en français. C'est pas dramatique, mais c'est intéressant pareil dans le contexte du Carrefour francophone et de son mandat de faire la promotion
de la langue et de la culture francophone. Alors, si on va à la diapo suivante, là, on voulait savoir, mais est-ce qu'ils sont confortables d'être en forêt? Puis, la moitié du personnel est moyennement confortable d'être dans la forêt avec les enfants. Il reste qu'il y en a trop. 16% qui sont peu ou pas confortables d'être en forêt avec les enfants, puis 32% qui sont très à l'aise. Donc, les 16% représentent 3 personnes. Puis, on a gratté un petit peu pour savoir, ceux qui étaient moyennement ou faiblement confortables, est-ce que c'était des nouveaux arrivants ou c'était des gens qui avaient grandi dans les forêts canadiennes, etc. Et il n'y a pas de lien. Il y a des Canadiens qui sont mal à l'aise avec la forêt, puis il y a des Marocains, je dis n'importe quoi ici comme exemple, qui sont très à l'aise d'être à l'extérieur. Donc, il n'y a pas de lien par rapport à ça. Si on va à l'acétate suivant, on voulait savoir, par rapport à différents types de jeux risqués à l'extérieur. En général, on a posé la question au personnel éducateur, est-ce qu'ils étaient à l'aise de laisser les enfants faire? Puis on voit que un très fort pourcentage sont très à l'aise de les laisser jouer dans la boue, dans le sable, de jouer avec des matériaux polyvalents, puis de diriger leur jeu à l'extérieur. Puis pour moi, ce sont les 3 niveaux ou types de jeux de base du jeu émergent en plein air, ou même à l'intérieur d'ailleurs. Alors, c'est important. Il y a la majorité qui sont à l'aise avec ces différents types de jeux. Si on regarde aux jeux turbulents, les batailles de nouilles de piscine, par exemple, là, c'est moitié-moitié. Il y en a la moitié à peu près qui sont très à l'aise. Il y en a un grand pourcentage qui sont plus ou moins à l'aise, puis un petit pourcentage qui sont peu ou pas à l'aise. Qu'est-ce que le personnel est mal à l'aise de laisser les enfants faire? On va le voir à l'acétate suivant. C'est de laisser résoudre leurs disputes sans intervenir quand les enfants se poussent. C'est de les laisser prendre certains risques, si cela veut dire avoir du plaisir. Donc, grimper un arbre, grimper une roche, ça, il y en a beaucoup qui sont moins à l'aise avec ça. La manipulation de vrais outils, des petits ciseaux, des petits couteaux, ça aussi. Il y en a presque la moitié qui sont très mal à l'aise avec ça. De les laisser se bagarrer pour jouer et tester qui est le plus fort. On appelle ça du combat ludique. Encore une fois, on voit qu'un tiers sont peu ou pas du tout à l'aise avec ça. Puis, un tiers à peu près, je vais à la dernière, sont à l'aise, peu ou pas à l'aise, de laisser les enfants grimper à un arbre ou sur une autre surface aussi haut qu'elles peuvent le faire. À la base, les principales sources d'inconfort quand on regarde ces différents types-là, c'est au niveau de la prévention des blessures puis d'assurer la sécurité des enfants. C'est ça à la base, c'est ça qui les travaille, dans lequel le personnel éducateur se trouve un peu tiraillé. Si on va à l'acétate suivant, on leur a demandé, est-ce que vous vous sentez capable d'offrir une programmation en forêt? La très grande majorité, plus du 2/3 disent oui, je suis capable de planifier des invitations pour les enfants de diriger leur jeu dans la forêt. Je me sens capable d'évaluer le risque, ça c'est bien. Puis je suis capable de gérer le risque. Qu'est-ce que la moitié à peu près sont pas du tout parfois à l'aise, c'est de trouver des nouvelles provocations d'un jeu autonome en forêt, de jeu libre, puis la capacité de résister à l'envie d'intervenir lorsque les enfants commencent à jouer à un jeu qui comprend un petit peu plus de risques. Alors ça, c'est intéressant. Ça démontre deux enjeux ou 2 sujets à travailler pour augmenter la capacité du personnel à se sentir à l'aise, de trouver de nouvelles provocations, puis à résister à l'envie d'intervenir, malgré le fait qu'ils peuvent gérer le risque de l'environnement. Ça, c'est intéressant. On a voulu, si tu passes à la diapo suivante, on leur a demandé, c'est quoi la différence entre travailler en milieu de garde, donc à l'intérieur ou dans
le service de garde, puis en forêt. Puis comment ça affecte votre stress. Puis dans les deux cas, la première chose qu'ils disent, c'est que la sécurité de l'enfant ou des enfants doit être assurée. C'est ce qui prime pour eux autres. Dans le local, c'est bruyant. Il y a plus de gestion de bruit, puis les enfants courent, puis il faut faire plus attention des risques de blessures. À l'extérieur, c'est moins bruyant. Il y a plus de gestion de comportement à l'intérieur parce qu'il y a une limite des jouets. So, on a des petites chicanes par rapport à tout le monde veut avoir, ou 2, 3 se chicanent pour, je sais pas, la pelle, le seau, etc. Il y a moins de gestion de comportement à l'extérieur en forêt et de chicanes parce qu'il y a une vaste étendue de matériel pour jouer avec. À l'intérieur, il y a moins d'espace pour bouger, explorer. Il y a moins de choses nouvelles. À un moment donné, tu as fait le tour de la question, tu as fait le tour du local, tu as fait le tour de l'aire du jeu. À l'extérieur, il y a beaucoup plus d'espace pour bouger et explorer. Alors ça, c'est quelque chose que les gens trouvent que bon, c'est un avantage en forêt. Puis, le travail, pour certains, est moins stressant et fatigant dans l'aire de jeu à l'extérieur parce qu'ils connaissent les dangers. Ils se sentent plus et c'est leur mot, en contrôle de prévenir des blessures. À l'extérieur, d'autres personnes disent qu'ils trouvent ça moins stressant de travailler dans la forêt. C'est moins fatigant pour eux autres parce qu'ils ont moins de règles à renforcer. Les enfants sont engagés, puis chacun y trouve son compte. Puis en milieu de garde, le dernier point qu'ils ont soulevé, c'est que c'est facile à délimiter l'aire de jeu à l'extérieur. Mais en forêt, c'est plus difficile. Puis là, on a creusé un petit peu plus par rapport à comment on peut s'organiser. Puis ça, c'était une grosse source de stress. Comment délimiter l'aire de jeu dans la zone de jeu en forêt. Je vais passer à cette étape suivante. Alors ça, c'est les plus grands défis selon tout le personnel éducateur. C'est comment assurer la sécurité des enfants en forêt puis prévenir des blessures. Puis, c'est plus difficile en forêt parce qu'il n'y a pas de clôture, hein, comme l'aire de jeu à l'externe. Il y a plus d'endroits, c'est plus large où les enfants peuvent explorer, puis on connaît moins bien les sources potentielles de blessures. En général, il est plus difficile de laisser les enfants s'engager dans le jeu risqué, quand surtout on souhaite prévenir les blessures. Tu vois, on ne veut pas qu'ils ramassent des roches, des petites branches pour frapper les amis. Sur les stratégies qui sont mises en place pour mitiger la possibilité de perdre un enfant, c'est d'avoir assez de personnel sur place pour permettre qu'une personne s'occupe du groupe tandis que l'autre va chercher l'enfant qui s'éloigne. De connaître les enfants qui ont tendance à s'éloigner du groupe, puis de les surveiller un peu plus près, d'expliquer aux enfants pourquoi il faut rester en groupe, puis d'autres règles de sécurité, puis d'offrir des invitations dans une zone clairement établie dans l'aire de jeu en forêt. Par exemple, c'est ici qu'on cuisine. On ne va pas cuisiner dans le coin, en arrière de l'arbre, beaucoup plus loin. Si on passe à la étape suivante. Une autre chose qu'on voulait savoir, pour que les familles se sentent confortables avec tout ça, le personnel éducateur doit se sentir confortable avec la programmation en forêt, mais aussi il doit se sentir à l'aise ou se sentir capable de communiquer avec les familles. Puis on remarque qu'une bonne proportion du personnel éducateur sont capables d'expliquer aux familles ce que c'est le jeu dirigé ou le jeu libre à l'extérieur, puis pourquoi c'est important pour le développement sain des enfants. Puis le 2/3 sont capables aussi d'expliquer aux familles ce que c'est le jeu risqué de sorte à ce que les familles deviennent plus à l'aise avec ça, avec cette partie-là de la programmation. Ils sont aussi capables de répondre aux questions des familles sur le jeu dirigé en forêt, incluant le jeu risqué, puis comment on gère le risque. Donc, tout ça pour déstresser les familles, puis que ces familles-là se sentent plus à l'aise avec une programmation en forêt. Si on va à la étape suivante. Alors, les effets perçus chez les enfants par le personnel éducateur,
ben, ils rapportent que les enfants quand ils sont à l'extérieur, sont plus engagés à découvrir, sont plus, ils explorent plus leur environnement, ils sont en mode d'explorer leur capacité de tester leurs limites, ils sont actifs, ils bougent plus longtemps, ils sont plus créatifs et autonomes. Les enfants inventent des jeux, puis élaborent des règles, puis ils veillent à leurs amis pour pas qu'eux se fassent mal. Ils vont leur dire des choses, mais fais attention, la branche va casser. Ils sont plus collaboratifs. Ils vont plus travailler ensemble, puis il y a moins de gestion, de discipline et de discipline. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent, le personnel éducateur. Là, je regarde l'heure. Je ne sais pas, José, est-ce que tu veux qu'on continue ou on arrête ici, puis après ça, pour permettre plus de questions? Non, moi, on s'en vient bien, Louise, puis je pense que dans le temps, on est correct. On se garde nos OK. questions. On va quand même se garder une dizaine de minutes. Donc, continue. Ça va bien. OK. C'est intéressant. OK. La perspective des familles, ça, c'est le prochain petit bout qui reste à faire si tu veux aller à la CETAP. Alors, on leur a demandé, est-ce que les familles savent c'est quoi les avantages du jeu en forêt? On leur a demandé, le jeu en forêt a aidé mon enfant, puis on voit qu'il y a beaucoup, la plupart des familles, ils reconnaissent les avantages ou les bénéfices de jouer en forêt parce que des enfants sont plus actifs, ils développent une meilleure connexion avec la nature, ils développent une plus grande confiance en soi, ils sont plus capables de gérer les risques, les habiletés sociales se développent, etc. Là où ils sont moins à l'aise, c'est au niveau des bénéfices, c'est sa capacité de s'exprimer en français. C'est la même chose pour votre personnel éducateur en passant. Ils sont moins certains si ça peut les aider à apprendre à prendre des décisions, puis à développer l'autorégulation ou la capacité de gérer ses émotions. Ça, ils sont moins certains par rapport à ces éléments-là. Donc, c'est quand même un beau portrait de ce que les parents connaissent au niveau des bénéfices du jeu en forêt. Si on va à la étape suivante, on leur a demandé leur niveau de confort face à différents types de jeux. Ils sont très à l'aise, les parents, à ce que les enfants jouent au loup ou à la tag. Dans mon coin du pays, on appelle ça jouer à la tag. Ils sont très à l'aise à ce qu'ils passent la journée dans la forêt, qu'ils utilisent du matériel polyvalent, qu'ils jouent à des jeux salissants. Là où ils sont moins à l'aise avec, c'est que les enfants manipulent de vrais outils, comme un marteau. Et puis, je me souviendrai toujours de petits couteaux, des ciseaux. Puis, il y a une madame qui avait écrit un couteau à Rambo. Elle n'est pas d'accord avec ça, mais un couteau de cuisine, elle serait à l'aise avec ça. Donc, encore une fois, on voit des pistes d'intervention pour rendre les parents plus à l'aise face à certains types de jeux plus risqués qui se passent à l'extérieur. Ça nous donne des pistes où ils ont un niveau de confort élevé, puis un niveau de confort plus faible. Voilà. Si on passe à la CETA, là, j'ai trouvé une citation d'un des parents que je trouvais très bonne. Je ne vois que des avantages d'un CPE en forêt. C'est une chance d'explorer, de prendre confiance dans la nature, de dépenser de l'énergie, d'améliorer les apprentissages et de créer des souvenirs riches. Ça reflète pas mal la plupart des réactions ou de la perspective des parents face à ce que leur enfant soit appelé à jouer une bonne partie de la journée dans la forêt. Je vais vous donner d'autres choses que les parents y ont dit. Comme avantage, c'est les enfants apprennent à résoudre des problèmes, à s'autoréguler, l'autonomie, la créativité, la vie active, la confiance en soi. Ils deviennent familiers avec la nature. Les deux seuls petits bobos ou désavantages que les parents rapportent, c'est le risque de rencontrer des animaux sauvages ou dangereux. Puis je sais qu'à Sudbury, on peut rencontrer un ours en forêt, ça arrive. La question de propreté, certains parents, ça les dérange beaucoup que les enfants arrivent couverts. J'appelle ça l'homme debout ou la femme debout qui arrive couvert de boue de son sale. Puis
ils sont mal à l'aise avec l'utilisation de matériaux dangereux sans être conscients du danger. Mais encore une fois, pour moi, je vois une piste d'intervention là pour rassurer les parents quand on joue avec des petits outils. Les branches, il y a des balises qui sont mises en place quand même. C'est pas un free-for-all, là. Et voilà, ça c'est en général la réaction des parents, de la perspective des parents ou des familles. Si on va à la étape suivante, parce qu'on a demandé à votre personnel éducateur, ben, selon eux, qu'est-ce qu'ils pensent de la réaction des parents? Puis ils disent que c'est positif. De fait, selon certaines éducatrices et éducateurs, les activités en forêt sont souvent l'une des raisons du choix des parents d'inscrire leur enfant à ce service de garde-là. Puis en général, les familles font confiance au personnel éducateur. Ça, c'est pour bien gérer le risque de blessures par rapport aux enfants. Alors, si on va à la dernière acétate, je pense que, puis ça vient, c'est une citation qui vient d'un projet en 2017, puis que je pense que c'est très pertinent aujourd'hui encore. C'est le plus gros frein est ce qu'on imagine le pire. C'est qu'on s'imagine le pire des scénarios, alors que dans les faits, cette situation arrive peu ou pas souvent. Ça inclut vos compagnies d'assurance, etc. Alors voilà, ça c'est la fin des résultats. C'était rapide, j'avoue, mais tout ça se retrouve dans le rapport. Je te laisse la parole, Josée. Merci beaucoup, Louise. Donc, en fait, en très peu de temps, on vous donne le fruit des résultats de quand même une étude qui a quand même duré plusieurs mois. Donc, on remercie de près et de loin la participation de tous, soit au niveau du programme, soit au niveau de la recherche, parce qu'un va main dans la main. Maintenant, on a quand même des éléments qui nous permettent de dire, ben maintenant qu'on sait ça, compte tenu qu'on a un intérêt à la nature en petite enfance, maintenant qu'on a certaines données, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour alimenter davantage nos programmes ou nos réflexions? Moi, je retiens surtout qu'au niveau du personnel éducateur, le grand défi, c'est tout en lien avec la supervision. Ils ont peur de perdre des petits dans le bois. Donc, sont habitués de superviser à l'intérieur de 4 murs. Donc, puis vous connaissez les incidents graves, vous savez comment ça fonctionne. Donc, toute cette peur-là vient avec ça. Et pour justement prévenir des blessures. Donc, ça, c'est en gros le personnel, leur peur. Au niveau des parents, ils voient les bienfaits. Donc, ça, c'est déjà un grand plus de savoir que les bienfaits sont en arrière, que les parents sont en arrière des bienfaits du projet. C'est-à-dire que d'abord, ils sont rendus à l'aise, les parents. Pour le restant du programme, eux autres sont à l'aise. Puis, il y a des activités pour rendre les parents à l'aise, des ateliers enfants-parents, où ce qu'on travaille avec des vrais outils, tu sais, dans un cadre plus supervisé jusqu'à temps que les parents soient plus à l'aise. Alors, je laisse la place aux questions pour Louise ou pour Mathieu, en lien avec le programme ou pour la recherche, advenant le cas. Et à partir d'ici, ben moi, je vous remercie. Puis, faites juste y aller avec vos questions si vous en avez. Pas de questions, donc ça veut dire que c'était quand même assez clair. Stéphane, aimerais-tu rajouter quelque chose? Je serais curieux de connaître l'impact potentiel, peut-être sur le programme d'enseignement ESE, que ce soit Boréal ou la représentante, il me semble qu'il y avait quelqu'un de la cité. Surtout qu'on a vu dans une des premières trouvailles, c'est qu'il y a le lien avec le programme, il n'était pas évident. Donc, je suis curieux de voir quelle sorte de réflexion ça provoque chez les concepteurs de programmes ESE. Bien, c'est sûr qu'au niveau du Collège Boréal, je vais laisser Pascal. Ben, vas-y, tu peux y aller tout de suite aussi, Pascal. C'est sûr que ces données-là, ça va pour tout.
Donc, comme d'entrée de jeu, on parlait de réflexion individuelle et de réflexion en équipe. Donc, sachant maintenant que, tu sais, peut-être au niveau des programmes qu'il faut ajuster en lien avec comment est-ce qu'on applique davantage ou qu'on inclut ça dans notre approche pédagogique, ça reste définitivement à réfléchir en tant qu'équipe. Puis à Boréal, on a une équipe petite enfance qui s'assoit de façon régulière et récurrente pour justement discuter dans le but d'harmoniser nos pratiques et de viser toujours l'excellence au niveau de la qualité de nos programmes. Donc, définitivement qu'il y a des réflexions pour nous à faire à l'intérieur de ça. On a envoyé un professeur à la formation justement de Forest School, là, pour justement avoir des pistes en lien avec comment est-ce qu'on est capable d'inclure. Donc, on est dans la voie de pouvoir ajuster également au niveau du Collège Boréal. Pascal, aurais-tu des ajouts au niveau de l'ST? Si tu es encore là, peut-être partie enseigner, Pascal, parce qu'elle devait quitter, je pense. Elle avait envoyé un petit message. Donc, pour Boréal, ça serait ça, Stéphane. Puis, je ne peux pas répondre pour l'ST, mais finalement, on a été capable d'enregistrer la rencontre. Donc, je vais pouvoir lui envoyer, puis peut-être qu'elle pourra répondre à ce moment-là. Merci, Josée. Est-ce que... Merci, Stéphane. Moi, j'aimerais ça, s'il y a comme un parent qui est dans la salle, qui a vécu ça auprès de son enfant, est-ce qu'on a quelqu'un ici? On n'a pas le parent représenté. OK, donc moi aussi, je suis curieuse de voir, est-ce que ça pousse des réflexions, parce qu'on a quand même plusieurs représentations ici, on a des conseils scolaires, on a des organismes, on a le Carrefour qui est bien représenté, on a la FCO, on a le Collège Boréal, on a la Cité, donc est-ce que ça pousse réflexion avec les données que vous avez eues aujourd'hui? Est-ce que ça vous dit, tu sais quoi, moi quand je vais retourner dans mon organisme, voici ce que je vais faire ou comment je vais m'y prendre? OK. Alors, ben là-dessus, nous autres, je pense qu'on a fait le tour. Louis, avais-tu des choses à rajouter au niveau du webinaire, au niveau des données plus spécifiques qui pourraient être intéressantes pour l'ensemble du groupe ici? Y a-t-il des choses qui vous ont étonné de voir ou d'entendre? Ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent de là qu'on connaît déjà, que dans la littérature, c'est bien documenté. Mais je me demande, y a-t-il eu des surprises par rapport à ce que vous avez vu? Donc, c'était tout du réchauffé. Puis moi, je me demande aussi dans les gens avec qui sont ici aujourd'hui, on sait que Carrefour Franco offre un programme en nature. Est-ce que quelqu'un d'autre, j'entendais quelqu'un, la coordonnatrice de plein air, je ne sais pas si elle était rattachée au Carrefour, mais est-ce qu'il y a un autre organisme ici dans la salle qui offre un programme en nature? Ou une programmation en nature. Tu sais, un programme en nature, on dirait que c'est comme toute la journée, une programmation plus spécifique. Charlene, et je me souviens pas de ton nom, petit nom, toi. Cécile. OK, merci. Oui. Nous, c'est un petit peu différent parce qu'on l'a fait au travers de quand On y va. où ce que les familles nous rejoignent, les parents restent avec nous. Mais je pense que c'est très bien parce que ça ouvre les yeux des parents vraiment, quand beaucoup plus tous ils sont dans le programme avec nous, puis ils participent avec leurs enfants. Ça fait que c'est une différente perspective. Puis ce qui est intéressant, Charlene, oui, c'est super intéressant de le faire dans un contexte centre de garde agréé, tel que le Carrefour, et dans un centre On y va. Parce que là, tu as tout le temps la participation des parents. Mais en lien avec les données que Louise nous a présentées aujourd'hui, tu sais, en lien avec les défis que le personnel rencontre, tout ça, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que c'est la même chose sur votre bord? Est-ce que les gens vous disent, moi, la supervision, là, c'est numéro 1, puis on a peur, là, tu sais, de... Est-ce que c'est... Oui, il y a beaucoup de parents qui viennent, ou des fois, c'est des grands-parents ou des tantes et des oncles, ou je sais pas, des soignants
qui vient, puis c'est toujours comme, fais attention, va pas là, fais pas ci. Puis on est comme, c'est correct, on va y aller avec eux, comme on va superviser, comme il y avait des parents qui ont peur, mais on a vu comme beaucoup d'apprentissage aux côtés des parents pour comme de laisser les enfants comme s'aventurer un petit peu, tu sais. Le laisser aller, là, de prendre certains risques. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à partager? Karima. Bonjour, Karima. Bonjour tout le monde. C'est ça, déjà, on voit moi, de plus en plus, surtout les dernières années, j'ai constaté beaucoup déjà, même dans les écoles, il y a de plus en plus des classes, des salles en plein air. Donc, des enseignants de maternelle jardin qui programment des journées entières pour des classes en plein air. Et puis même l'aménagement des écoles. Dernièrement, on les voit bien aménager des salles en plein air. Donc, dans les cours des écoles, l'aménagement est fait comme une salle de classe. Donc, ça permet une éducation. C'est pas juste les activités physiques, mais plutôt les mathématiques. Tout s'enseigne à l'extérieur. Et voilà, donc je vois demain pour les garderies aussi. Je sais que j'ai déjà travaillé dans les garderies, puis l'idée a commencé bien longtemps, mais c'était dur de la mettre en œuvre parce que en garderie, il y a tellement de restrictions. Et puis que le personnel, à vrai dire, a peur de prendre les risques, surtout face aux familles c'est pas tout le monde qui est ouverte à l'idée. Si son enfant tombe, il tombe, mais c'est un risque. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt. Je trouve que l'initiative est extraordinaire. Si on arrive un jour à avoir la mentalité d'avoir les enfants qui passent 80% de la journée au moins à l'extérieur. Oui, merci beaucoup, Karima, pour tes impressions et l'information aussi que tu nous donnes. Quelqu'un d'autre aimerait partager? Je sais que j'appuie ce que tu viens de dire, Karima, parce que quand avant le collège, où est-ce que je travaillais pour un conseil scolaire, les parents avaient bâti une petite maison pour l'extérieur dans une des écoles. Donc, ça fait longtemps que l'idée est derrière. Mais il y a tout le côté pédagogique qu'on devrait intégrer à l'intérieur de ces programmes-là. Et ça, je pense, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Donc, tout l'aspect pédagogique et éducatif qu'on veut y ajouter, l'aspect plein air. Monsieur José de North Bay, c'est exactement mon travail, c'est d'accompagner les conseils scolaires, d'encourager leur personnel enseignant, de faire l'enseignement à l'extérieur. 300 minutes par jour en mathématiques, assis là à l'intérieur, c'est pas naturel pour des enfants. Alors, c'est faire cet accompagnement. Dans notre région, les 4 conseils, les 2 anglais, les 2 francophones, conseils ont embarqué dans la formation d'école en forêt avec CINAC aussi. J'ai réussi à offrir la première formation francophone dans notre région, mais ça fait déjà 5 ans que la formation en anglais se fait chez nous. Alors, c'est toujours intéressant de voir l'évolution de la part dans les conseils. Le conseil anglais public a maintenant formulé une politique au niveau du conseil pour appuyer leur direction. Wow! Oui, alors ça a passé à travers des avocats. Alors c'était un coup, je crois, pour appuyer les directions pour encourager le personnel de laisser aller faire l'enseignement à l'extérieur. Alors, ils sont en formation pour cela ou la nouvelle direction, la Administrative Guideline pour le Conseil anglais public chez nous. C'est excellent, ça. Donc, c'est toi, José, la coordonnatrice de plein air, d'abord. C'est toi, ça?
Je pousse, je suis l'avocate. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est fort intéressant parce que c'est sûr que des rencontres comme aujourd'hui nous permettent aussi de savoir qu'est-ce qui se passe un petit peu en province. Et puis je pense que ça, c'était une des intentions du Carrefour Franco, c'était de voir, tu sais, leurs projets, leurs programmes de nature en forêt. Eux autres, ils testent à l'intérieur de leur programme, mais éventuellement, ce programme-là pourrait être offert de façon plus élargie, Stéphane, si je me souviens bien dans nos conversations, un coup qui est attesté puis plus piloté, hein? C'était dans vos interventions possibles. Mhm. Si c'est possible, Mathieu pourrait dire c'est quoi la suite des choses, parce qu'on a quand même un engagement de partager l'ensemble de tous les résultats du projet, puis d'offrir de l'accompagnement pour ceux qui voudraient adapter leur programme, parce qu'il n'y a pas juste un modèle, il y a des modèles, il y a des façons de faire. La preuve, c'est qu'on a un centre de la petite enfance qui est comme qui n'a pas accès à de la forêt, mais on a pu opérer des adaptations pour maximiser le temps en plein air et à l'extérieur. Donc, je pense que le lien avec les gens qui sont présents aujourd'hui pourrait être bénéfique pour continuer à partager les résultats. Au minimum, s'abonner à l'infolettre qui est très, très riche en termes de communication des résultats au fur et à mesure. C'est excellent. Tu peux y aller, Mathieu. Puis aussi, si vous voulez bien, ceux qui sont présents, si vous laissez votre courriel dans le texte, Mathieu pourrait vous envoyer l'infolettre, advenant qu'il n'a pas votre courriel. Donc, si vous êtes intéressé à ça, Mathieu, vas-y, t'as encore, on a déjà dépassé, mais on peut peut-être prendre 3-4 minutes, juste que tu fasses le tour pour la suite des choses. Ensuite de ça, on vous laisse là-dessus. Moi, je vous remercie tout de suite parce qu'on va finir avec Mathieu. Donc, ceux qui ont besoin de quitter, vous pouvez quitter. Et on va vous envoyer l'enregistrement également. Je passerai par Mathieu pour faire les envois. Ça marche, ça? Alors, vas-y, Mathieu. J'ai pas grand-chose de plus à rajouter, mis à part qu'en effet, comme tu disais, et comme Stéphane l'a très bien dit aussi, on a un rôle, maintenant que la recherche-action est terminée, d'accompagner au moins, on doit obtenir accompagner un minimum de 23 centres de petite enfance pour monter un programme en forêt. Donc là, maintenant, dans les mois, les années à venir, notre rôle va être vraiment d'être positionné pour être un accompagnateur de développement de projets de programmes en plein air dans d'autres centres de petite enfance et principalement francophones, parce qu'il y a beaucoup de choses en anglophone et peu de choses en francophone. Donc, on va se positionner vraiment du côté francophone. C'est exactement ce qu'on aimerait faire. C'est exactement ce qu'on veut. Parce que je sais que la FCO déjà, je sais qu'ils ont déjà programmé des formations pour le personnel éducateur, pour les classes en plein air, mais honnêtement, c'est ce qu'on veut voir en force. C'est des formations en français offertes pour les francophones, parce que je sais que du côté anglophone, ils en ont assez, mais pour les francophones, il y a tellement peu. Merci. J'ai bien reçu vos mails, je vais bien prendre tout ça et puis je vais faire passer le replay de la vidéo à José et à tous ceux qui le voudront. Et on verra peut-être pour la mettre en disposition sur YouTube, comme ça n'importe qui pourra accéder et permettre à un maximum de personnes de pouvoir suivre cette vidéo qui était très intéressante. Je vous remercie tous, je remercie encore José, je remercie Louise aussi, Céline, Pierre, Stéphane, et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Un gros merci tout le monde. Bonne fin de journée.